C'est parti, ça y est, je vois tout le monde arriver. Magnifique. Bienvenue dans ce Wake Up numéro je ne sais pas combien. Aujourd'hui, je suis avec Sony, qui est le CEO de NoCRM. Il va nous faire une super présentation de NoCRM. Après, l'idée aujourd'hui dans le webinaire, donc on a fait une première partie avec Sony en juin, dans laquelle on a parlé de comment on génère des leads, donc comment on passe d'une personne qui ne nous connaît pas à un prospect chaud, à quelqu'un qui est potentiellement intéressé par nos services. J'avais animé ça et on avait donné un peu toutes les bonnes pratiques, on génère des approches qui sont efficaces, comment on segmente, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de venir proposer la partie suivante du process commercial, c'est-à-dire comment on convertisse prospect en un client. Et moi, je ne suis pas du tout bon là-dedans parce que nous, on n'a aucun process commercial chez nous. Et donc, l'idée, c'est de faire venir un expert, quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet et qui va pouvoir nous présenter un petit peu les bonnes pratiques pour avoir un process commercial qui soit efficace, un process commercial qui close avec vraiment une notion de simplicité. Donc, l'idée, c'est de ne pas créer des machines horribles et inutilisables pour des boîtes de 100 personnes. On va se concentrer sur des process qui sont assez simples. Et l'idée, c'est de repartir un petit peu sur les bonnes pratiques, sur les choses des choses qui sont assez, comment dire, évidentes, mais qui sont fondamentales dans un process de vente et qui vont vous permettre d'éviter de perdre des closings et d'arriver jusqu'à la vente, en fait. Euh, Normalement, on vous partagera le lien du replay du webinaire d'avant. Comme ça, vous pourrez y accéder et vous pourrez du coup voir cette première partie sur la lead generation. Et puis, on a un petit sondage aussi qui est envoyé. N'hésitez pas à y répondre. Comme ça nous permet de voir un petit peu quelle typologie de gens on a ici et peut-être de mieux personnaliser le webinaire. Donc là, je vois par exemple qu'on a déjà 50% des gens qui sont les seules personnes de leur équipe commerciale. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est plutôt, on va se concentrer effectivement plutôt sur les équipes de moins de 10 personnes et sur des process commerciaux qui sont assez simples avec des outils assez simples. Donc c'est cool, ça correspond bien. Écoute, Sony, je vais te laisser peut-être te présenter, commencer ton intro. Juste, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Moi, je surveille un petit peu comme ça. Si Sony des choses qui sont pas claires, ça me permet de rebondir dessus pour rendre le truc plus dynamique. Et après, évidemment, à la fin, on a une phase de questions-réponses dans laquelle, si on n'a pas répondu à vos questions pendant le webinaire, on pourra y répondre avec grand plaisir dans les dernières minutes. C'est parti. Eh ben, merci toi, non. Bonjour à tous. Écoutez, avec plaisir, je vais démarrer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme ça, toi, non, effectivement, pourra m'interrompre et pourra me demander des précisions, et puis on pourra fouiller certains points. Alors, qui je suis? Je suis Sonny Paris, je suis CEO et cofondateur de NoCRM.io. Et NoCRM.io, c'est un logiciel de prospection commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par logiciel de prospection commerciale? C'est vraiment quelque chose qui est focusé sur la partie voilà, prospect client. Et pourquoi est-ce qu'on a créé ce logiciel? On est parti d'un constat assez simple, c'est qu'en général, il y a un échec de l'adoption des CRM. Alors, qu'est-ce que c'est? Les CRM, c'est des outils de gestion de la relation client, en fait, et c'est souvent des outils qui sont utilisés pour ranger de la donnée. En fait, on remplit beaucoup de champs. Et il y a une perception que ça ralentit les commerciaux. En fait, nous, on pense que les commerciaux ont raison. L'idée, c'est que vendre, c'est pas ranger de la donnée, vendre, c'est un processus. Donc, on doit partir d'un prospect pour arriver à un client. Voilà. Donc, nous, on a développé un outil qui est pour les gens qui étaient au départ peut-être au bloc-notes, au fichier Excel, qui arrivent aux limites et qui veulent passer à un vrai outil, et aussi qui est un outil très performant pour les pures équipes de vente qui veulent vendre. Voilà. Donc, on est assez différent d'un CRM classique qui, lui, va adresser quelque chose de beaucoup plus large. Donc notre objectif à nous, chez nos CRM, c'est d'aider les commerciaux tout au long de leur processus commercial. Alors aujourd'hui, voilà, toi on l'a dit, on va parler de processus commercial. Nous, nos CRM, c'est utilisé aujourd'hui par 11 000 commerciaux. On est au contact de ces commerciaux, donc on a des échanges quotidiens via le support, par téléphone, par chat. Et donc, je pense qu'on a une assez bonne vision de leurs problématiques. Et nous aussi, de la même manière, on doit vendre notre produit. Donc, on a cette problématique de processus commercial. Donc, le but de cette présentation, c'est pas du tout de vous faire une démonstration de nos CRM et de vous vendre le produit. C'est plutôt de vous donner des conseils sur la mise en place d'un processus commercial et de partager notre expérience. Je pense que c'est des choses essentiellement qui sont assez simples. J'ai mis un spoiler alerte, il n'y aura pas de recette miracle. Ici, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas apprendre des choses qui demain vont révolutionner votre vente. En tout cas, je ne pense pas. Mais par contre, plein de petites choses à mettre en place, peut-être des idées pour vous faire réfléchir.
essentiellement vendre, hein, c'est du travail, du bon sens et de l'amélioration en continu. Et c'est ça qui est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place un processus commercial? Ben, on va essayer de mettre en place un processus commercial pour closer le plus de deals possible de façon reproductible. Et le mot important ici, c'est reproductible. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir quelque chose de reproductible? Bah, d'abord, ça nous évite évidemment de réinventer la roue à chaque fois. Voilà. On se donne un cadre. Et c'est vrai que dans des entreprises, bah, des fois, vous avez un commercial qui est extraordinaire. Vous avez Messi, vous avez le fondateur. Mais après, les autres commerciaux qui vont arriver, ils n'auront probablement pas ce talent. Et il faut aussi comprendre qu'un fondateur, quand il vend son produit, quand c'est le chef d'entreprise qui vend le produit, eh ben, il le connaît, il a analysé le marché, il a créé son entreprise pour ça. Et un commercial ne va pas avoir la même compréhension. C'est-à-dire qu'une vente d'un fondateur, ce sera toujours une vente sur une vision du marché, sur une vision des problématiques que ne pourra pas embrasser un commercial, et c'est tout à fait normal. Et probablement que sinon, le commercial aurait été fondateur lui aussi d'une entreprise. Donc le processus commercial, ça va vous permettre de donner un cadre, ça va faciliter l'intégration des nouveaux commerciaux parce qu'ils vont arriver, bah voilà, il y aura quelque chose, il y aura des étapes, il y aura des documents, il n'y aura pas nécessairement tout, hein. On n'a pas du tout besoin de démarrer avec un processus complet. Mais l'autre intérêt aussi du processus commercial, c'est que comme c'est par étape, et ben on va pouvoir améliorer étape par étape. Donc on va pouvoir prendre un angle du processus commercial et l'améliorer un petit peu. Donc c'est ça qui est important. Alors on dirait, est-ce qu'il y a des inconvénients sur un processus commercial? Oui, hein, il n'y a jamais de solution parfaite. Et un des premiers problèmes, c'est souvent un problème lié à la perte de sens. C'est-à-dire qu'on se met juste à faire le processus, on a oublié pourquoi on faisait le processus, il peut y avoir un petit risque de déresponsabilisation des équipes. Donc ça, c'est plutôt un risque du côté des commerciaux. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver. Et par contre, on a un autre risque du côté des managers, c'est à vouloir suroptimiser, à rentrer trop dans le détail, à créer des catégories partout, des tags, bon, et voilà. Et finalement, on va arriver à quelque chose de complexe, alors que c'est pour ça que vous disiez que le bon sens, c'est quand même le point de départ. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une appropriation, une compréhension et une amélioration continue du processus commercial. Moi, j'ai eu des exemples assez précis comme ça dans notre entreprise. À un moment donné, donc nous, on vend un logiciel, il y a une période de test, et il y a un chat en ligne. J'ai dit, dans la période de test, il faut que vous parliez aux gens qui vous contactent sur le support. Vous ne faites pas du support, vous faites du commercial. Et en fait, j'ai vu que les gens le faisaient pas du tout, n'avaient pas compris en fait ma consigne. Et donc à un moment donné, c'est important de bien le montrer, d'expliciter clairement ce qu'on veut, clairement comment on pense le processus, pour dire, bah, voilà, la personne, elle te demande quelque chose dans le chat, et ben, tu ne lui réponds pas à ça, tu vas d'abord démarrer le processus commercial. Et une fois que tu auras fait cette première étape de ton processus commercial, là, tu vas pouvoir répondre à sa question. Mais on va commencer, s'il est dans sa période de test et dans notre cible, des gens avec qui on veut discuter, on va commencer à démarrer notre processus commercial. Donc voilà, processus commercial, faire attention à bien en faire comprendre les tenants et les aboutissants à votre équipe quand vous allez le mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est globalement un processus commercial? Alors, d'abord, c'est un processus qui est large, qui va intégrer et le marketing et le commercial. Et même si on est tout seul, ben, voilà, on fait une partie de marketing, une partie de commercial. C'est peut-être important de comprendre quelles sont les différentes choses. Il y a une première étape, c'est de définir votre cible. À qui s'adresse votre solution, à qui s'adresse votre produit. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire une liste de prospects. Donc là, on est vraiment dans le domaine du marketing. Ensuite, on va commencer à rentrer en contact avec ces prospects. Et là, selon les techniques que vous allez choisir, on va être plus dans le marketing ou dans le commercial. Et ensuite, on va rentrer dans le vrai processus commercial à proprement parler, qui est la qualification des prospects, toutes les étapes commerciales avec les rendez-vous, les coups de téléphone pour arriver au closing. D'accord? Alors, avant de rentrer dans cette partie qui est la partie vraiment construction de notre processus commercial, je vais essayer de passer par quelques conseils généraux qui s'appliquent vraiment un peu au commercial dès le départ. Et mon premier conseil, évidemment, va être de dire méfiez-vous des conseils. Alors pourquoi est-ce que je vous dis de vous méfier des conseils? C'est la question, en fait, quand vous recevez le conseil de quelqu'un, c'est est-ce que le conseil qu'il me donne s'applique à moi? Est-ce que ce que la personne est en train de dire s'applique à moi? Et là, j'ai représenté sur ce slide, je vais y passer un petit peu de temps, à droite, Toinon et moi, et à gauche, Jean-Pierre Marielle, dans une célèbre scène d'un vieux film sur le commercial que je vais vous lancer là. Donc on va voir si vous l'entendez, si vous le voyez. Hop, je vais prendre peut-être une microseconde avant. Hop. Je tombe toujours sur des fauchés, moi.
2 francs pour eux, c'est le prix d'une assiette de nouilles. Oui, alors c'est que vous n'êtes pas un vrai vendeur. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Voilà. Donc ça, c'est évidemment une partie du commercial. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que qu'est-ce qu'il vend Jean-Pierre Mariel à cet endroit-là, dans ce film-là? Il vend une espèce d'encyclopédie. Donc il va faire une seule vente, une fois, et il va essayer malheureusement de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce produit. À l'autre bout, Toinon et moi, on vend des services avec de l'abonnement. C'est-à-dire que nous, on a tout intérêt, c'est même pas qu'on a tout intérêt, on a absolument besoin que notre client soit content. C'est-à-dire que comme c'est un service qui se paye tous les mois sans abonnement, si je rentre quelqu'un et que cette personne ne reste que 1 mois ou 2 mois parce que le service ne lui convient pas, je vais perdre ce client immédiatement. Et finalement, donc, je vais perdre de l'argent. C'est-à-dire avoir essayé de forcer quelqu'un à acheter mon produit alors que le produit ne lui correspond pas, je vais le perdre parce que mon produit, on peut s'en débarrasser très facilement. Il coûte pas cher à démarrer et il coûte rien à arrêter. Donc ça, c'est très important de comprendre votre problématique commerciale. Combien vous rapporte chaque client? Quelle est la lifetime value de chaque client? Est-ce que vous vendez du one shot ou est-ce que vous vendez de l'abonnement? Donc nous, on a un tropisme vers l'abonnement, vers la qualité du service client. Et donc nous, on essaye de trouver, d'accompagner les clients. Notre processus commercial, ça consiste à filtrer finalement. C'est-à-dire si quelqu'un n'a aucun intérêt à utiliser notre produit, on va essayer de le sortir du processus commercial très vite, parce que ce qu'on veut, c'est des gens qui sont contents de notre produit. Voilà. Ça, c'est très important de voir la différence. Alors malheureusement, évidemment, les commerciaux dans la partie Jean-Pierre Mariel sont ceux qui ont fait une très mauvaise réputation à la profession. Nous, on espère qu'on fait une meilleure réputation, parce qu'en fait, on est du côté du client de la même façon. Et c'est bien ça aussi qu'il faut faire comprendre à vos clients quand vous les accompagnez dans le processus commercial. Vous n'êtes pas en opposition avec eux, vous êtes avec eux pour les emmener jusqu'à la vente. Alors maintenant, des petits aphorismes, c'est-à-dire des choses assez basiques, des espèces de vérités comme ça incroyables. Un processus commercial doit être bon à chaque étape. En fait, c'est surtout qu'il ne doit pas être très mauvais à une étape. C'est-à-dire que si vous avez une étape où vous perdez tout, évidemment, tout le reste vaut zéro, parce que tous vos prospects seront perdus. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment quand vous avez du marketing qui va générer des leads et des commerciaux qui doivent les reprendre. Cette zone de transition, par exemple, entre le marketing et le commercial peut être une zone terrible, parce qu'ici, il peut y avoir énormément de leads. S'il n'y a pas assez de discussion, si la qualité des leads qui n'est pas générée est pas bonne, si les commerciaux sont un peu feignants, n'ont pas tellement envie d'aller les chercher, on peut avoir un processus commercial totalement catastrophique, avec de l'argent qui est dépensé en acquisition qui ne sert strictement à rien. Donc chaque étape est importante. Ensuite, il ne faut pas chercher à suroptimiser chaque étape du processus commercial. Moi, ce que je préfère, de façon générale, c'est d'avoir une approche en spirale. C'est-à-dire que on passe d'abord par toutes les étapes. Et une fois qu'on a fait toutes les étapes, on passe sur une phase d'amélioration de toutes les étapes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le processus devienne de plus en plus efficace. Et si on peut faire de l'A/B test, c'est l'idéal. Alors, beaucoup de gens parlent de l'A/B test, c'est pas toujours facile, mais nous, on a un exemple assez précis dans notre processus commercial à une époque. Donc, quand quelqu'un démarre un test de notre application, selon certains critères, on le faisait arriver dans un fichier de prospection pour nos commerciaux, et d'ensuite essayer de le joindre pour démarrer des démos, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, on a envoyé la moitié des prospects dans ce fichier de prospection et une autre moitié qu'on n'envoyait pas dans ces fichiers de prospection. Et en gros, on s'est aperçu que ça changeait rien. C'est-à-dire qu'essayer de joindre des personnes de manière assez agressive n'augmentait pas le taux de succès de notre conversion. Et ce qui était important, c'était de bien parler à ceux qui voulaient nous parler. Donc, ça représentait pas mal de temps, en fait, qui était assez inutile et qui était assez frustrant, parce que on courait derrière des gens qui ne voulaient pas nécessairement vous parler. Ben voilà, l'A/B test, ça sert comme ça à libérer des moments, libérer du temps, parce que finalement, un processus commercial, c'est avant tout de l'optimisation de temps. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez allouer votre temps à faire des choses qui ont de l'impact. Et c'est ça un bon processus commercial. Finalement, un processus commercial, c'est quelque chose qui va optimiser votre temps. L'autre point qui est important, souvent les gens pensent que dans un processus commercial, ils ont un problème de closing. Voilà, ils n'arrivent pas à conclure leur vente. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. En général, si vous avez un problème de closing, vous avez un problème avant. Vous avez soit un problème de qualification, c'est-à-dire que dès le début, vous n'avez pas bien qualifié votre prospect. Vous ne savez pas
qui était cette personne, ou sinon vous avez eu un problème de compréhension du besoin, ce qui fait que vous avez fait une proposition qui ne correspondait pas du tout aux besoins de la personne. Ça, c'est des choses très importantes sur lesquelles je pense qu'on reviendra. Alors évidemment, il y a aussi le cas, voilà, vous êtes au début, vous êtes en train de lancer votre entreprise. Là, vous pouvez avoir un problème de closing, ça c'est vrai, mais dans ce cas-là, il va falloir trouver vite une autre solution. Mais je crois, par exemple, Toinon avait fait raconte souvent qu'il a fait une première entreprise sur le camping. Et ben voilà, il a vu qu'il avait un vrai problème de closing et il a pivoté assez vite pour faire Walaxy aujourd'hui qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'est important. En général, tout se joue avant le closing. Voilà, donc ça, c'était des petits conseils un peu généraux avant de démarrer. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail du processus commercial. Et en particulier, d'abord un petit peu sur les étapes qui sont avant purement ce processus, qui sont un peu plus des étapes marketing, qui sont des étapes où la première, vous allez définir votre cible. Donc ça, c'est vraiment le marketing, c'est de savoir, voilà, vous adressez à des entreprises de 10 à 50 salariés, ou au contraire du CAC 40, est-ce que c'est une problématique géographique, de secteur? Voilà. Définir votre cible, qui dans l'entreprise est-ce que vous devez contacter, quel poste, et ensuite vous allez essayer de faire une base de prospects à partir de ça. Donc la dernière fois, on avait vu avec Toinon comment utiliser aussi LinkedIn Sales Navigator pour faire des prospects sur LinkedIn. Vous pouvez aussi acheter des bases de données. Il y a beaucoup de solutions de bases de données. Voilà, elles sont plus ou moins bien, plus ou moins efficaces, ça dépend des besoins. Et une fois que vous avez construit votre base, voilà, il va falloir contacter ces gens. Et donc vous allez les contacter par des moyens, que ce soit de l'email, du LinkedIn, du téléphone. Et en général, l'idéal, c'est de s'appuyer sur des outils. Par exemple, sur de l'email, vous pouvez vous appuyer sur du Lemlist. Sur le LinkedIn, Walaxy, c'est évidemment une solution hyper efficace. Et sur la téléphonie, nos CRM que vous pouvez coupler ou pas avec, par exemple, un outil de VoIP. Alors, au dernier webinaire, on a vraiment vu avec Toinon en détail comment est-ce qu'on pouvait déclencher, donc construire cette liste de prospects, déclencher des séquences pour rentrer en contact et démarrer la première réponse. Et là, la question que je vais poser à Toinon, c'est comment est-ce qu'on va passer justement de cette première réponse sur LinkedIn à une vraie conversation téléphonique, parce que il n'y a rien de plus insupportable finalement que quelqu'un qui vous saute à la gorge pour vous faire une offre dès que vous l'avez accepté sur LinkedIn ou à la première réponse. Donc voilà, Toinon, je te laisse avec ton expérience nous dire, vous, comment chez Walaxy ou avec le retour d'expérience de tes clients, vous faites pour passer de cette réponse à une vraie conversation commerciale, et puis après je reprendrai la main sur le début du processus. Déjà, en fait, ça va vachement dépendre de la réponse que tu génères. On avait parlé dans le précédent webinaire, donc aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien d'avoir des approches très directes, très sales sur LinkedIn, et on va plutôt chercher à créer une conversation. Je pense que c'est quelque chose qui s'inclut assez bien dans le process que tu nous présentes, puisque l'idée à chaque étape, c'est pas de forcer la vente à tout prix et d'imaginer son prospect comme un truc à qui on doit absolument pousser quelque chose, mais plutôt d'une relation qu'on crée où il y a ce travail d'écoute. Donc, je sais que tu l'as mis après sur la notion d'écoute dans le process commercial. Et donc, l'idée, en tout cas, moi, ce que je conseille le plus, c'est d'arriver à amener à la conversation téléphonique, pas pour faire une démo ou pour faire tout de suite une proposition commerciale, mais plutôt d'arriver avec des questions ouvertes sur quelles sont vos problématiques, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux chercher à comprendre en fait quels sont vos problèmes et peut-être vous aider, peut-être que je pourrais pas vous aider, peut-être que je pourrais vous donner des conseils, peut-être que mon service sera adapté. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir cette approche plutôt de comprendre la personne plutôt que de se dire « Ah, c'est la bonne, je vais lui vendre ». Particulièrement quand on utilise des bases de données et des outils d'automatisation, forcément, on est sur du volume. On a des prospects qui rentrent dans notre funnel qui sont des fois plus ou moins qualifiés. Et comme tu l'as dit, tout ce que tu veux, c'est surtout pas amener des prospects non qualifiés dans ton funnel parce qu'ils vont prendre du temps plus tard et potentiellement, ils vont échouer dans ton processus commercial plus tard parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et donc, tout de suite, essayer de pousser une vente, ça ne va pas être la technique, on va plutôt chercher à créer la conversation. Et donc, pour moi, l'appel à l'action de cette réponse LinkedIn, donc évidemment, c'est très difficile de faire des généralités et ça va être très difficile de dire « Ah, il faut faire telle chose après la réponse » parce que ça va dépendre des approches qu'on a et du coup du type de réponse qu'on a sur LinkedIn. Mais évidemment, la logique, c'est une approche ouverte, une question qui va nous permettre de comprendre est-ce que vous êtes la personne en charge de ce problème, de cette problématique? Est-ce que vous avez des sujets importants sur cette thématique? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait vous aider? Est-ce que ça vous dit qu'on en discute pour voir si moi, je peux vous aider avec ma solution ou pas avec ma solution? Et à mon avis, là, c'est plus toi qui vas nous dire, mais le bon commercial dans cette première conversation téléphonique
va plutôt chercher à comprendre s'il est la bonne personne pour répondre à son problème ou pas. Eh bien, tout à fait, toi non. C'est exactement ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer ça sur mon slide d'après, qui est la qualification. Alors, moi, je me suis engagé, j'ai dit que c'était l'étape la plus importante du processus commercial. Elle est sous-estimée, elle est souvent bâclée parce que souvent, effectivement, les commerciaux ont tendance à vouloir rusher pour pousser leurs produits, ou aussi même des fois quand on est fondateur, hein, ça c'est une erreur du fondateur, on aime son produit, on veut pousser son produit, on veut dire à quel point il est beau son produit, et en fait c'est pas ça le problème c'est est-ce qu'on a en face quelqu'un qui a potentiellement une problématique, et est-ce qu'on a une chance de lui vendre tout simplement, est-ce qu'on a un produit qui va répondre à sa problématique. Donc la première étape, le premier coup de fil, il doit être basé sur la qualification avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de valider les points clés. Et si les points clés sont validés, bah, probablement prendre un rendez-vous pour après. On peut des fois enchaîner, mais des fois aussi, selon la taille de votre équipe commerciale, bon, si vous êtes tout seul, vous pouvez enchaîner. Vous pouvez être aussi dans des équipes commerciales où les personnes qui font la qualification, le premier contact ou le phoning passent la main à un deuxième commercial et prennent comme ça donc un rendez-vous pour le second commercial. Donc les questions, c'est quoi? C'est qui est votre interlocuteur? Quel est son métier? C'est important de comprendre le métier des gens pour leur vendre une solution. Et est-ce qu'il a un pouvoir de décision? Et une fois ça, comprendre où est-ce qu'il en est par rapport à la problématique. Est-ce qu'il a un besoin identifié ou est-ce qu'il n'a même pas encore identifié le fait qu'il avait un besoin? S'il a un besoin identifié, est-ce qu'il y a déjà un projet, un budget et peut-être même un horizon? Et ça va vous permettre de définir finalement comment vous allez pouvoir appréhender ce prospect. Est-ce qu'il va d'abord falloir l'éduquer ou est-ce qu'au contraire on va pouvoir rentrer assez rapidement dans le dur et aller plus vite vers une proposition, évidemment, s'il y a déjà un budget et un projet. Mais c'est très très important parce que je vous assure que vous ne voulez pas discuter avec le stagiaire, même s'il est sympa, et on se fait tout savoir. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai 50 ans, j'ai réussi à me faire un jour, comme ça, voilà, je suis parti à un rendez-vous, on m'a dit, voilà, vous allez présenter devant la direction. En fait, j'étais en discussion avec le stagiaire, les gens n'avaient rien à faire et c'était une perte de temps alors que d'habitude, on ne rencontre pas les gens, on fait tout à distance, il y a pas besoin. Pourquoi? Parce que j'avais mal qualifié mon interlocuteur. Donc, je le dis encore une fois, qualifier votre interlocuteur, c'est hyper important. Et puis d'ailleurs, sur cette réunion, j'aurais dû être, plutôt que de subir cette réunion en voyant bien que ça allait mal se passer, j'aurais dû les secouer un peu en leur disant, attendez, si ça vous intéresse pas, moi j'ai autre chose à faire. Je pense qu'une des choses aussi importantes des fois dans le travail de commercial, c'est d'avoir toujours une chance de gagner un deal, donc et pas suivre quelque chose dont vous savez à l'avance que ça va vous emmener à la perte. Donc votre temps est précieux, vous qualifiez vos prospects. Alors comment les qualifier? Alors là, ça tombe très bien. Nous, on a développé un outil essentiel qui s'appelle le générateur de script d'appel, qui va vous permettre de construire un formulaire qui va pouvoir comprendre des conseils, des champs à remplir pour interroger vos prospects. Alors je vous dis, c'est entièrement gratuit, il n'y a pas besoin d'utiliser nos CRM, c'est compatible avec Excel, c'est compatible avec tous les autres CRM du marché. Donc ça c'est vraiment, c'est cadeau. Vous aurez le lien après, il y a le lien en bas, mais on vous le redonnera dans le mail. Alors quel est l'intérêt? Le premier intérêt, c'est que les prospects, en fait, ils adorent. C'est quelque chose qui m'a presque un peu étonné, mais en fait, quand on a les gens au téléphone, quand on leur dit, moi, écoutez, avant de discuter, j'ai plusieurs questions à vous poser pour cadrer un peu les choses et pour bien comprendre votre problématique. Et nous, on déroule, voilà, qu'est-ce que fait votre entreprise, qu'est-ce que vous vendez, quelle est votre typologie de client, vous, quel est votre rôle dans l'entreprise, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un service? Enfin voilà, plusieurs questions qui vont nous permettre de comprendre. Et en fait, les gens, ils vont enfin pouvoir parler de leur métier, ils vont pouvoir parler de leurs problématiques et on les écoute. Et c'est ça qui est fondamental dans tout le travail commercial au début, c'est avant tout d'écouter le prospect pour comprendre quelle est sa problématique et son besoin. Et on va ensuite argumenter au fur et à mesure, mais on va essayer toujours d'être de son côté parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'un commercial est là pour aider le prospect. C'est-à-dire que normalement, la personne, si elle devient votre cliente, à la fin, elle est plus contente et elle travaillera mieux que si vous ne lui aviez pas vendu votre service. Il y a souvent comme ça cette idée qu'on est là pour voler. Non, on n'est pas des Jean-Pierre Mariel, on est là pour proposer un service qui aide les clients et donc pour rendre leur entreprise plus efficace après avoir acheté notre produit. Donc, ça aide ensuite vos commerciaux, ça les aide dans la manière de poser les questions et ça vous assure, vous, d'avoir toujours la bonne info. C'est-à-dire que sur tous vos leads, après, vous savez que vous aurez absolument toutes les infos et vous allez aussi, si vous avez plusieurs commerciaux, vous allez avoir une cohérence entre vos différents commerciaux. Donc ça, c'est un outil essentiel
pour une phase qui est vraiment très importante, qui est la phase de première collecte de données. L'étape qui va juste suivre après ça, c'est-à-dire si vous avez validé OK, il est dans la cible, le produit peut répondre à ses besoins, il va falloir vraiment écouter en détail sa problématique. Et là, il va falloir récolter toutes les informations pour faire la bonne proposition. Et à nouveau, un commercial dans un entretien, il doit parler 20% du temps. Il y a des outils, je crois que c'est Mojo par exemple en France, comme ça, qui sont des outils qui permettent d'écouter les conversations des commerciaux. Un bon commercial, il laisse parler 80% du temps le prospect et il va parler que 20% du temps. Et surtout, il ne faut pas envisager ça comme un combat. Vous n'êtes pas là nécessairement pour convaincre, vous êtes là pour guider, pour emmener avec vous. Donc, la personne vous donne des problèmes, vous reformulez les problèmes, vous validez que vous avez bien compris le problème, et surtout, vous essayez aussi de comprendre les points de blocage. Qu'est-ce qui va faire que finalement ça va échouer? Est-ce qu'il y a des risques au niveau de la prise de décision? Est-ce qu'il y a des risques politiques pour la personne? Est-ce qu'elle a plus à perdre que le projet échoue qu'à gagner s'il réussit? Est-ce qu'il y a des problématiques financières? Enfin voilà, il va falloir trouver tout ce qui donne, ce qui présente un risque qu'on n'arrive pas au bout, alors qu'on a pourtant identifié qu'a priori la solution répondait bien à leurs besoins. Donc à ce stade-là, la problématique, c'est pas d'argumenter, il faut évidemment éveiller l'envie, hein, il faut que la personne ait envie de continuer le processus. Vous n'êtes pas dans l'argumentation, vous n'êtes pas encore vraiment en train de vendre, et il faut se méfier aussi de, voilà, si vous commencez à parler trop, et puis vous avez l'impression que le coup de fil se passe super bien, un coup de fil qui se passe très très bien, bah, c'est pas toujours bon signe, parce que ça veut dire que vous n'avez pas vu où étaient les problèmes, et des problèmes, il y en a nécessairement. Voilà. Et donc, moi j'ai tendance à remarquer, alors c'est un peu empirique, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais que quand les gens disent ça s'est super bien passé le coup de fil, bah, c'est mauvais signe. Finalement, c'est un mauvais signe sur la conclusion du deal. Alors ensuite, voilà, ça c'est des étapes, pour moi, elles sont partagées à tous les métiers. Qualification, compréhension du besoin. Et ensuite, on rentre vraiment dans le processus commercial, qui est votre processus commercial métier. Il y a des gens qui ont des processus commerciaux très courts, ça va se jouer en 2 jours, 3 jours, 4 jours, et d'autres, ça va être plusieurs mois. Et donc là, ça dépend. Ça dépend. Ce qui est important, c'est de définir clairement vos étapes et de mesurer ce qui se passe à chaque étape, et ensuite d'aller améliorer là où il y a des soucis. Donc là, par exemple, vous voyez un graphe, ça c'est notre processus de prospection à nous. Vous voyez, par exemple, quand on a 132 leads qualifiés par les commerciaux qui rentrent, et ben à la fin, on en a gagné 77. Donc on a gagné plus de 50%. Puis on voit que sur notre processus commercial, on n'a pas d'étape là comme ça où on perd massivement euh, des leads. Donc ça, c'est une manière intéressante de mesurer à chaque étape qu'est-ce qui passe à l'étape d'après, de voir où est-ce que vous devez vous améliorer, où est-ce qu'il y a des points qui bloquent. Donc là, on a un nouveau C'est une processus. stat qui est sortie avec nos CRM, le petit visuel là qui est bien Oui, tout sorti. à fait. Ça, c'est intégré, c'est notre propre outil. Ça vient direct de nos CRM. On a un truc pour analyser la performance des pipelines. Et on peut avoir plusieurs pipelines parce que si vous vendez différents types de produits, bon, il n'y a pas nécessairement le même nombre d'étapes. Donc, vous avez un graphe pour chaque pipeline. Génial. Et en bas, bon, voilà, je vous ai mis l'exemple de ce que pourrait être un processus commercial, une qualification, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, une offre et le closing. On a des gens qui ont des processus commerciaux avec beaucoup plus d'étapes. Voilà, ça c'est, nous c'est plus court. C'est adapté à votre besoin, à votre métier. C'est vous qui savez quel est votre processus commercial général. Et puis après, vous allez pouvoir l'améliorer, l'enrichir ou pas. L'autre point intéressant, et là à nouveau on est sur une vue de quelque chose de nos CRM, qu'on retrouve dans d'autres outils, c'est la vue Kanban. Et c'est l'idée de vous donner une vue complète de votre pipeline actuel. Donc là, c'est par exemple toutes les opportunités qui sont actuelles. On voit en rouge celles qu'on doit rappeler, en bleu celles qui sont en attente, donc qu'on rappellera plus tard. On reviendra là-dessus dans le détail. Et on peut les déplacer évidemment, les faire avancer dans le processus commercial. Alors pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce type de vue? Bah, le matin on arrive, on sait exactement ce qu'on a à faire. Et c'est évidemment bien plus puissant qu'un Excel, c'est bien plus puissant, j'ai mis Blockbot, mais qu'un bloc-notes. Et ça va vous permettre aussi, dès que vous commencez à être plus de 1, à collaborer. Mais même pour une seule personne, c'est extrêmement utile et ça permet de savoir où il en était, où on en est par contre dans sa prospection avec un des prospects. Un autre argument qui est intéressant, c'est un ami qui utilisait le produit qui me disait, écoute, ce qui est formidable avec ton produit, c'est que j'arrive à avoir 100% du pipeline qui est renseigné. Pourquoi? Parce que c'est très simple de créer dans nos CRM une opportunité. Alors en fait, c'est tellement simple et tellement rapide que les commerciaux, plutôt que de le noter sur un bout de papier ou dans un Excel, ils vont le renseigner dans l'outil parce qu'ils savent que comme ça, ils n'oublieront pas de le rappeler. Et ça, c'est très important parce que derrière, le manager, il sait qu'il a 100% du pipeline qui est renseigné. Alors, il n'est pas toujours très bien renseigné, hein, évidemment, pour que ce soit très souple et très rapide, il faut faire des concessions sur la qualité de la donnée et la structure. On ne veut pas embêter le commercial, donc s'il veut remplir les choses pas très bien, bah, il ne les remplira pas très bien.
mais au moins, on sait que 100% du deal flow est dans l'outil. Et quand vous savez qu'à un endroit, vous avez 100% de votre deal flow, vous ne pouvez plus oublier une opportunité. Et ça, c'est fondamental. C'est même, je vous disais, hein, il faut pas perdre trop à une étape. Bon, bah, si on a des gens qui travaillaient avant sur du papier, bon, bah, eux, ça fait une augmentation de performance de 80% parce qu'en fait, ils étaient totalement désorganisés. Et en fait, le simple fait d'avoir ça, d'avoir un rappel, et d'avoir un point qui centralisait les gens qui devaient rappeler, bah, ça leur a permis d'augmenter massivement leur business. L'autre point qui est très très important, c'est qu'il y ait systématiquement un rappel. Voilà. Et alors nous, c'est vraiment une spécificité de nos CRM. Dès que vous créez une opportunité sur nos CRM, elle a une prochaine action. Donc l'opportunité, elle est soit à travailler maintenant, soit elle est en attente, elle est à travailler plus tard. Quand vous arriverez à ce plus tard, elle va devenir maintenant et vous allez la travailler. La seule manière de la faire disparaître de votre écran, c'est de lui dire, de lui mettre un rappel. Et c'est cette boucle to do stand-by qui va se répéter jusqu'à ce que vous gagniez ou perdiez évidemment cette opportunité. Et c'est ce qui est hyper important, en fait, qu'il n'y ait pas de trou dans votre processus commercial, c'est d'avoir des rappels. Et ça, dans un Excel, c'est difficile, et dans un bloc-notes, c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment un élément de gestion, vraiment, alors là, du flux des opportunités qui est super important. On a pas mal parlé, donc là, des étapes commerciales que vous allez définir. Je vais parler aussi des actions commerciales. Alors là, c'est peut-être moins intéressant, donc je ne vais peut-être pas passer trop de temps dessus parce qu'on a plutôt des petites équipes. Mais l'idée de l'action commerciale, c'est quoi? C'est un coup de fil, c'est une conversation sur LinkedIn, c'est un mail, une réunion, voilà, toutes les actions que mène un commercial pour essayer de faire avancer son prospect. Et c'est un peu différent d'une étape. Des fois, il y a une enfin, ce sont la même chose, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rendez-vous, ben voilà, c'est une réunion et c'est un rendez-vous. Ça correspond, mais pas nécessairement. Donc l'idée des étapes commerciales, c'est de vous montrer à quel point votre prospect se rapproche du closing, alors que là, c'est vraiment de mesurer le fait qu'il y a un commercial qui fait une action. Et ça, c'est très important de mesurer, de pouvoir les enregistrer facilement, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de construire avec le temps votre plan un peu de prospection commerciale. Et notamment, cette idée de donner des objectifs et de commencer à rentrer un peu dans le prévisionnel, de donner des objectifs à des commerciaux. Alors cette idée, elle déroule, elle vient de Bill Wash, qui est quelqu'un des 49ers, qui est un coach des 49ers. Et l'idée, c'est que on ne peut pas dire à quelqu'un de gagner le Super Bowl. Voilà. Par contre, si on découpe la problématique de gagner le Super Bowl en disant bah, le quarterback, il faut qu'il fasse 99% de passes, toi, il faut que tu cours 10 mètres, etc. En petits bouts, qui sont des objectifs faciles, on va arriver à la fin à gagner le Super Bowl. Donc, dire à un commercial, tu dois closer 150 KE, ça n'a pas d'intérêt. Parce que ça ne dit pas au commercial comment est-ce qu'il va gagner ces 150 KE. Alors, on va faire l'ingénierie inverse. Vous laissez dérouler les processus commerciaux, et puis au bout d'un moment, vous regardez dans l'autre sens. Pour gagner ces 150 KE, combien j'ai dû faire de coups de fil, combien j'ai dû envoyer de propositions, combien j'ai dû faire de rendez-vous, et combien j'ai dû avoir de deals qui sont rentrés au début. Et c'est ça qui va vous permettre de dimensionner et ce que vous allez demander à vos commerciaux en termes de nombre de visites, en termes de nombre de devis envoyés, en termes de rendez-vous, et au marketing en termes de leads générés. Voilà. Et c'est finalement les actions qui deviennent l'objectif. Et l'avantage, c'est que c'est des actions à plus court terme. Et ça va avoir un intérêt parce que, par exemple, quand vous allez recruter quelqu'un, vous allez pouvoir savoir plus rapidement est-ce qu'il va être bon ou est-ce qu'il ne va pas être bon. Parce que si vous attendez de savoir s'il fait son CA, comme votre temps de closing, par exemple, il est à 6 mois, puis il faut le temps qu'il se forme. Donc finalement, vous allez pouvoir commencer à le juger au bout de 9 mois. 9 mois, c'est long pour savoir si un commercial est bon ou pas. Donc avec ça, vous allez pouvoir plus rapidement dimensionner vos équipes, dimensionner votre processus commercial et savoir si un commercial est efficace ou n'est pas efficace. Donc ça, c'est l'action-based selling en anglais, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se baser sur les actions commerciales pour déterminer ces résultats. Alors évidemment, l'autre point du processus commercial, c'est l'automatisation. On voit des étapes, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on n'automatise pas. Quand on fait la prospection du LinkedIn, des emails, du phoning, est-ce qu'on crée des templates ou est-ce qu'on ne crée pas de templates, notamment sur l'email. Alors c'est évidemment à la fois une très bonne idée, parce que ça vous permet de gagner du temps. Il y a plein de fois, on a l'impression d'écrire 600 fois le même email, avec plein d'informations qui sont exactement les mêmes, et il y a une perte de temps, puis il faut réinventer la phrase, ça ne sert à rien, et alors qu'il vaudrait mieux avoir la meilleure phrase écrite. Et c'est aussi des fois une mauvaise idée, parce qu'il y a une perte de personnalisation. C'est pour ça que j'ai fait un Hamlet avec une tête d'entonnoir, parce qu'il y a cette idée d'entonnoir. Plus vous êtes au début de votre entonnoir, plus vous avez du volume, bah évidemment, plus vous allez tenter d'avoir des templates un peu génériques, et plus vous allez avancer, plus vous allez vouloir personnaliser vos réponses pour montrer que vous apportez de la valeur, parce que pour montrer que vous êtes, voilà, que vous aidez vraiment votre prospect à avancer dans le processus.
Donc, voilà, avoir des interactions personnalisées. Et donc, si vous faites des templates, moi, je recommande le template incomplet. C'est-à-dire le template qu'on ne peut pas envoyer en l'état. C'est-à-dire sur lequel il va falloir que le commercial, ou vous, hein, vous-même, en vous l'imposant vous-même, c'est bien, vous changiez un bout pour que ça colle avec la problématique de la personne à qui vous êtes en train de répondre. Voilà. Ça, J'aime beaucoup ça, même en prospection, nous, ce qu'on recommande aussi d'utiliser des templates avec des parties à compléter, le problème, la proposition de valeur. Tu mets un certain nombre de trucs à compléter et tu peux pas l'envoyer tant que c'est pas complété. Et ça te permet d'avoir cette structure tout en ayant des petits endroits où il faut réfléchir et où tu vas mettre la personnalisation et où tu vas mettre le contexte qui va avoir l'impression que le message est unique, puisque le message est unique, et en même temps qui va suivre un certain nombre de grands bons principes parce que ta structure, ton cadre, il est donné dans ton template. Et derrière, tu as juste à mettre à chaque endroit les bonnes phrases, quoi. Ça marche assez bien, autant en prospection que du coup dans ces process de relance commerciale que tu as plus tard. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ça. Sinon, malheureusement, c'est que les gens sont un peu trop feignants, ils vont se dire, bon, bah, il faut que je lui réponde, ils envoient le mail type. Et en fait, ça n'a aucune valeur. Et puis de plus en plus, on commence à voir ce que c'est qu'un mail type. Enfin, les gens ne sont pas idiots, ils Oui. savent qu'il y a des outils. Voilà, on ne se fait plus avoir, quoi. Tout le monde cherche la même chose sur Google, donc tout le monde a les mêmes résultats. Donc, on a tous vu les mêmes templates utilisés par tout le monde. C'est systématique. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, par exemple, dans les templates email, bon, quand on reçoit a quick question en anglais, on sait que c'est un template. Enfin, arrêtez avec ce template. Ou Hello Sonny Paris, non, Hello first name, last name, genre j'ai fait une erreur, mais je fais de l'humour. C'est un template aussi, on l'a vu. Enfin voilà, il y a tellement de choses comme ça qui sont éliminatoires dès la première ligne que c'est. Voilà, il faut faire attention. C'est l'éternelle problématique du template, s'en inspirer pour la structure, ne pas recopier bêtement. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs très bien la dernière fois. Enfin, toi, tu l'as expliqué très clairement Ouais. sur les templates de prospection à froid la dernière fois. Alors, avant de passer à la dernière partie, qui est la partie sur le closing, je veux reprendre les choses qui sont importantes dans un processus commercial. Bien qualifier son prospect, super important pour savoir si on passe à l'étape d'après ou pas. Écouter pour co-construire la bonne réponse. Moi, j'ai un exemple comme ça, j'ai un prospect, donc je suis client d'un service, la personne, le commercial chargé de mon dossier m'appelle. Déjà, il me dit bonjour, je veux discuter de notre partenariat. Bon, déjà, ça démarre mal parce que je suis client, je ne suis pas partenaire, je vous paye tous les mois, donc c'est pas une bonne manière de démarrer. Et finalement, elle me déroule son argumentaire et je lui dis oui, mais c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est que on est une société en remote, donc ce que vous nous proposez là, ça nous sert à rien, on l'a pas utilisé l'an dernier. Bon, en fait, finalement, il y a une problématique de valeur perçue, c'est-à-dire j'ai pas de valeur et je ne peux pas l'avoir de par la structure de notre entreprise où on est tous en remote, ça ne marche pas. Et en fait, elle a tourné autour de ces propositions de valeur sans vouloir finalement comprendre quel était mon problème. Alors comme je suis peut-être un peu pervers et que je voulais voir comment elle réagissait parce que voilà, j'ai cette problématique de qu'est-ce que c'est qu'un bon processus commercial. Donc je l'ai laissé comme ça un peu se noyer là-dedans. Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle peut se faire, c'est finalement me faire une réduction ou pas. C'est-à-dire que je perçois la valeur comme étant inférieure. Donc il faut qu'elle me fasse soit une réduction significative, soit finalement ça ne m'intéresse pas son service. Mais voilà, si vous ne comprenez pas bien la problématique du client, vous allez faire des réponses qui sont complètement à côté de la plaque et effectivement vous n'arriverez pas à clore la vente. D'accord. L'autre point important, c'est que chaque appel doit vous donner plus d'infos. Y compris, là on n'a pas tellement parlé des appels à froid, mais par exemple, vous êtes un appel à froid, vous appelez l'entreprise, vous avez un barrage secrétaire où la personne n'est pas là, profitez de cette étape pour valider que ce que vous avez dans votre ligne sur le fichier de prospection, c'est bon, la taille de l'entreprise, son activité, le poste de la personne, ce que vous voulez, mais prenez une info. Et quand vous échangez avec vos prospects, chaque échange doit vous permettre de rajouter une info. Hein. C'est pas genre uniquement on n'a pas eu le temps ou le rappeler la semaine prochaine. Non, il y a une information à gratter et c'est cette information qui va vous permettre de trouver le vrai problème et de résoudre ce vrai problème. L'autre point important, c'est ne vous mettez pas en service uniquement face à votre prospect. Votre prospect, il a des demandes, il peut vous poser des questions, des choses comme ça, il peut vous demander. Donc, par exemple, on a des fois des prolongations, on peut faire une prolongation de démo, les gens qui n'ont pas eu le temps de bien démarrer leur test, ils nous écrivent, on leur dit est-ce que vous voulez, voilà, ils nous écrivent, est-ce que vous pouvez me prolonger? Et moi, j'ai une de mes personnes là qui lui dit bah, pas de problème, on prolonge de 10 jours. Je dis non, non, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il veut prolonger de 10 jours? Quelle est la raison qui veut cette prolongation? Ne donne pas la prolongation avant d'avoir une information qui permet de savoir si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, ou de trouver quelle est sa problématique et de comprendre. Parce que si ça se trouve, en fait, en ajoutant ces 10 jours, bah, il va résoudre son problème avec un concurrent et puis finalement, on va le perdre. Donc,
ne donnez rien sans un échange. Vous n'êtes pas au service intégralement. Ce n'est pas des clients, c'est des prospects. Donc, c'est sans ça que je dis que c'est la convergence de deux agendas. Le prospect veut quelque chose et le commercial veut autre chose. Et la vente, elle va se faire si vous arrivez à faire converger ces deux agendas. Et donc, vous devez guider la conversation. Voilà. Vous guidez la conversation et on ne précipite pas, on n'avance pas à pas dans la construction du processus de vente. Deux autres éléments qui sont importants, c'est les logiciels. Équipez-vous de logiciels. Et n'oubliez pas la question du prix. Regardez le prix du logiciel par rapport au salaire que vous payez à votre commercial. Hein, c'est-à-dire, est-ce que le prix du logiciel, normalement, doit se rembourser très vite. Moi, j'avais par exemple en informatique, là, quelqu'un qui me disait, bon, bah voilà, aujourd'hui, sur le blog, on a une offre à 5 dollars par mois, à 10 dollars par mois, à 20 dollars par mois, tu as ça. Je lui fais, mais François, si tu savais ce qu'on dépense aujourd'hui en effort, en construction de contenu, en choses comme ça, c'est un serveur dédié plaqué or que tu prendrais. Donc, le sujet n'est pas là, c'est quel est le serveur qu'il nous faut et on paye le prix qu'il faut pour le serveur par rapport, ça ne représente rien. Donc voilà, équipez-vous et comparez le prix par rapport à vos autres coûts toujours. Et il y a toute une autre partie qu'on n'a pas Au abordée là. bénéfice. Au bénéfice, enfin, c'est un vrai sujet dans la manière de dépenser sur les outils en France, particulièrement sur la notion de logiciel, où on a du mal à aller chercher le retour sur investissement et on raisonne en coût et pas en retour sur investissement. Et donc, c'est aussi se dire la comparaison du salaire, mais aussi de se dire, OK, cet outil-là, s'il fait gagner 3 jours par mois à votre commercial, combien ça vous fait gagner? S'il augmente de 10% aux ventes, combien ça vous fait gagner? Et du coup, normalement, la plupart des outils que vous allez mettre en place, vous avez un retour sur investissement à x5, x10, x20, x100. Et c'est ça qu'il faut aller chercher comme métrique plutôt que regarder le coût. Et peut-être que vous allez payer un logiciel 1000 euros par mois, mais qui va vous rapporter x10. Donc, en fait, ça doit pas, le prix doit toujours être mis effectivement en comparaison du salaire, de ce que vous dépensez déjà et de ce que ça va vous rapporter potentiellement. Oui, je suis à 200% et je pense que là-dessus, il y a une différence de comportement entre les Français et les Anglo-Saxons. Ouais. Les Français abordent toujours le problème en termes de coût, combien ça a coûté, est-ce que ça vaut l'argent, alors que les Anglo-Saxons ont toujours une tendance à approcher le bénéfice, qu'est-ce que ça me rapporte? Et donc, et je pense que la bonne approche, c'est vraiment regarder qu'est-ce que ça me rapporte avant tout. Et après, on aligne. Et puis des fois, peut-être que le produit est trop cher, hein. Ça peut arriver aussi. Ce qu'on n'a pas du tout abordé ici, c'est toute la partie sales enablement, c'est-à-dire les documents pour vos équipes commerciales, les argumentaires, la réponse par rapport à la concurrence, tout le sujet de la formation des équipes, c'est hyper important la formation. Bon, voilà, on ne peut pas tout aborder, donc ça c'est un sujet à part entière. Peut-être qu'un jour on fera d'autres conférences, enfin d'autres webinaires là-dessus. Mais c'est des sujets qui sont importants, mais qui construisent dans le temps, évidemment. Ça va se construire au fur et à mesure que votre équipe grandit. Voilà. Mais pareil, ne surconstruisez pas trop tôt. Tout ça doit se faire étape par étape. Et ça va nous amener maintenant à la dernière page, la dernière partie de cette présentation, qui est la partie sur le closing. Alors vous pouvez vous demander pourquoi cette image d'Isaac Newton qui attend et rien ne se passe. Parce que le closing, c'est comme cueillir un fruit mûr. Normalement, le closing, c'est la conclusion d'un processus commercial. Ça ne doit pas être tellement un problème. Alors, c'est sûr que si vous vendez des sous-marins à l'Australie, ça peut être un problème et ça va être probablement plus compliqué que ça. Mais dans la plupart des cas, vraiment, l'idée, c'est ça doit venir à point. Donc, c'est une problématique de timing. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas rusher. C'est ce que disait aussi Toinon au début. On ne close pas au premier coup de fil. Donc, le début, c'est on va d'abord déminer le terrain, et bien sûr qu'on a vu quels étaient les points bloquants, et on va co-construire la vente avec le prospect. Et une fois qu'on a bien identifié les points, là, on arrive à la phase de closing. Et de la même manière, on ne va pas y aller trop lentement. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser traîner. Il y a un moment donné, il faut mettre la pression. Il y a des prospects dont on sent bien qu'ils ne prendront pas de décision. Donc, il faut leur dire, bon voilà, écoutez, maintenant, ça, c'est les bénéfices. Là, on perd tous du temps et de l'argent à pas avancer. Donc, soit on avance, soit on n'avance pas, et puis très bien, mais on arrête cette espèce de ce processus de discussion. Je rappelle, on n'est pas au service du prospect. Le commercial, il est là pour vendre, et on va pas, il n'y a pas de solution parfaite. Voilà. À un moment, il faut faire un choix. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de perdre un deal. À un moment, il va falloir forcer la décision, et elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Votre temps, c'est de l'argent. Tout le temps que vous passez avec un
un prospect, vous ne le passez pas avec un autre. D'accord? Et aussi, une des choses, c'est vraiment de réduire la taille. C'est-à-dire qu'on ne doit pas adresser tous les problèmes de la personne. C'est quoi son problème principal? Est-ce qu'on résout son problème principal? Et puis le reste, ça se verra dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment une question d'arbitrage, trop vite, trop lentement, bah, c'est l'expérience aussi, ça vient avec le temps. Mais normalement, si les choses sont bien faites avant, si vous avez bien suivi les étapes de votre processus commercial, votre closing, il doit bien se passer. Alors néanmoins, de temps en temps, il y a des difficultés. Ouais, donc ça, ce que vous devez identifier, c'est qu'est-ce qui vous empêche de closer et qui est votre ennemi. Alors, est-ce que vous vous battez contre de la concurrence, contre plutôt des freins internes ou des problématiques de budget? C'est ça un peu souvent les trois grands freins pour conclure un deal. Alors, le premier, c'est la concurrence. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas jamais dire du mal de la concurrence. Il faut repositionner la concurrence. Typiquement, nous, on vend du logiciel de prospection commerciale, Salesforce, leader mondial du logiciel CRM. Je ne vais pas vous dire que Salesforce, c'est nul. Je vais vous dire Salesforce, c'est formidable. Salesforce, c'est formidable, mais c'est impossible de démarrer Salesforce comme ça, facilement. Si vous faites du Salesforce, il faut que vous sachiez qu'en face, vous allez mettre un budget de personnalisation dans Salesforce. Donc, vous devez avoir des jours hommes. Est-ce que ça vaut le coup, à votre taille d'entreprise, de déclencher un budget, un projet de cette ampleur, alors que votre besoin de départ, c'est de rappeler vos prospects et de savoir où vous en étiez la fois d'avant. Donc ça, c'est important de dire, voilà, c'est très bien, mais c'est ça le vrai usage du produit. Est-ce que c'est vraiment ça votre problématique? Évidemment, il y a des arguments objectifs sur le prix. De la même manière, un Salesforce et un OCRM, on n'est évidemment pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Et si vraiment vous avez un concurrent qui est nul, mais qui se positionne pareil, vous pouvez dire, il y a les avis clients. Là, vous dire, bah, écoutez, moi je ne veux pas dire du mal, mais allez regarder les avis, essayez de trouver des retours, et peut-être que voilà, ça changera votre point de vue. Problématique de peur du changement, ça arrive fréquemment. Alors là, il y a deux choses. Projeter vers le futur et vers les bénéfices, ça c'est très important et ça fait vraiment partie du processus commercial, c'est de montrer comment l'entreprise, après avoir mis en place la solution, fonctionnera mieux. Et minimiser les risques. Alors là, ça va évidemment dépendre des solutions, mais si on prend des solutions comme Alexi ou comme nos CRM, c'est sans engagement. Donc vous pouvez tester, ça vous coûte, je sais pas, 30, 40, 50, 100 euros par mois, en fonction du nombre d'utilisateurs. Finalement, si vous l'essayez et que vous apercevez que ça ne marche pas, ça vous aura coûté 200 euros et ça n'aura même pas été négatif parce que c'est tellement facile à mettre en place que vous aurez appris. Finalement, c'est des choses qui vous permettent d'affiner votre compréhension du problème. Donc, si vous avez la chance de vendre un service comme ça, finalement, qui n'est pas si engageant que ça, vous voyez, quand on déploie un Salesforce, pour le coup, c'est un gros coût. Donc, si on se rate, là, c'est un peu compliqué. Sur des petits produits comme ça n'a pas d'impact. Donc, il faut minimiser les risques. En fait, la personne ne joue pas sa vie. Le budget, Comment tu détermines comment tu identifies la peur du changement? Comment tu l'identifies en ça, c'est fait? dans les hésitations avec le client. Puis, c'est par exemple, tu vois, typiquement, nous, on a des équipes commerciales en face qui peuvent être très classiques. Et ils vont dire, oui, mais alors Robert, il a 55 ans et pour lui, ça va pas être facile de passer à un outil comme ça. Et est-ce qu'il va l'utiliser? Il y a souvent cette peur aussi que les seniors seraient pas capables d'utiliser un peu des technologies nouvelles. Voilà. Et nous, on est là pour le rassurer, il veut dire, en fait, qu'il ait 50 ans ou 20 ans, la réalité, c'est que l'outil il est simple et que ça va l'aider. Donc, on va peut-être mettre en place des choses pour l'aider. Mais voilà, tu vois, en général, c'est des problématiques autour de la population cible ou alors, dans les points bloquants, identifier qu'il y a des risques avec la direction, voilà, qu'il y a des frictions, qu'il y a des enjeux politiques. Et ça se détecte voilà, dans la discussion. Mais c'est pour ça que c'est important de discuter et d'écouter. Ok, très clair. Dernier point, c'est le budget. Bon, évidemment, donc ce que je disais, travailler avant sur la valeur, ce qu'on a dit tout à l'heure avec toi, non. Et sur le bon prix aussi, ça c'est quelque chose. En fait, le bon prix, c'est un prix qui est un peu trop cher. Voilà, il faut toujours finalement, si ça accroche presque pas sur le prix, c'est presque dommage. Moi, il y a une boutique que j'aime beaucoup à Paris, une boutique de déco. Ben, à chaque fois, je vais acheter des choses là-bas. C'est toujours un peu trop cher, mais les produits sont vraiment bien. Donc, je vais quand même acheter ce produit un peu trop cher. Donc voilà, le meilleur commercial, c'est celui qui arrive à vendre comme ça systématiquement, toujours un peu trop cher. Il ne faut pas lâcher l'argument du prix ou envoyer des ristournes comme ça, juste pour conclure. Non, un bon commercial, il doit vendre, ça doit faire un peu mal. Voilà, c'est ça le principe. Dernier élément, il y a une vraie approche psychologique du closing quand même.
Il ne faut pas oublier que c'est une décision d'achat. On en a discuté juste avant aussi sur l'implication. Selon le type de produit, c'est plus ou moins impliquant. C'est une décision engageante qui contient une part de risque réelle, une part de risque fantasmée. Il faut arriver à faire la différence. Donc, vous devez rassurer la personne en face dans sa prise de décision. Et ça implique notamment être à l'aise quand vous vendez votre produit. Il faut être fluide, d'accord? Il ne faut pas être arrogant, il faut être fluide, il faut être confiant, il faut transmettre cette confiance. Et si jamais vous n'êtes pas assez à l'aise, en réalité, c'est que vous n'avez pas assez bossé, c'est-à-dire que vous n'avez pas réfléchi à sa problématique, vous n'êtes pas arrivé assez préparé à cette réunion ou à cette discussion de closing. Voilà. Il ne faut pas se mettre de frein et argumenter contre vous-même parce que, par exemple, des fois, des jeunes commerciaux, ou même quand vous montez votre entreprise, ça c'est typique dans le SaaS, dans le logiciel. Toutes les personnes qui montent des logiciels, en général, sont un peu jeunes, alors on peur que ce soit trop cher, on a toujours peur que ce soit trop cher. Mais à nouveau, il faut regarder du côté de la valeur qui est apportée. Et la question, c'est est-ce que ça apporte suffisamment de valeur? Donc, ne vous mettez pas vous-même le frein du prix. Si la personne pense que pour elle, ça a de la valeur, elle peut payer très cher quelque chose qui, vous, à titre personnel, vous semble quand même un peu difficile. Et de la même manière, si vous avez des contre-arguments, les contre-arguments, c'est pas à vous de les sortir, c'est plutôt quand même à la personne en face. Vous n'êtes pas obligé de sortir tous les contre-arguments que vous pourriez voir. Moi, je me souviens une fois, Ransoli, avoir fait ça, dire à quelqu'un, ah bah, je pense que c'est pas pour vous. Finalement, ça l'a titillé, et puis c'est devenu un de nos meilleurs clients pendant plusieurs années. Donc ça peut aussi marcher. Bon, ça, c'est pas pour moi, mais si, c'est pour moi. Ça arrive. Et ce qui est un peu la même chose sur la démarche, ce qu'on appelle démarche empathique inversée, c'est quand il y a des points de blocage, vous résumez les points d'accord, dire voilà, la situation, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça? Ok, c'est ça. Votre problème numéro un, c'est ça. Ça, on est d'accord qu'on l'adresse. Qu'est-ce qui vous manque pour vous décider? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que le deal se fasse? Voilà, comme ça, vous obligez la personne finalement à s'auto-closer. Alors après, s'il y a des exigences qui n'ont aucun sens, ça va pas marcher. Mais voilà, vous renversez le problème. C'est plus vous qui êtes en train d'essayer de convaincre la personne. C'est elle qui est en train de dire, voilà, et de trouver son chemin jusqu'à la vente. C'est toujours cette histoire de combat, hein. Il faut faire attention à ne pas braquer les gens en face, qu'ils n'aient pas l'impression que vous êtes le commercial qui essaye de les bonimenter pour vendre la fameuse encyclopédie qu'on a vue au tout début de la présentation. Et enfin, il faut voilà, limiter l'étendue, dédramatiser. Une solution, elle n'est jamais parfaite, elle ne répond jamais à tout. L'idée, c'est de répondre évidemment au premier problème. Et puis après, la suite, on verra. Voilà, hein. Dans la plupart des cas, sauf à nouveau, hein, voilà, vous vendez des magnifiques sous-marins. Évidemment, ça va être compliqué, ça va être dur de limiter l'étendue. Mais bon, ça, c'est pas les deals qu'on discute aujourd'hui. Dernière chose, bon, l'argument sur le prix. En fait, l'argument sur le prix, j'aime pas baisser les prix. Mais par contre, on peut faire des petites ristournes temporaires éventuellement pour pousser la signature. Si on voit qu'on bloque, typiquement, il y a un argument qui marche assez souvent quand vous vendez des produits qui sont assez chers, c'est dire, bon ben voilà, si vous approchez de la fin d'année, moi j'ai des objectifs de fin d'année, je dois faire un peu de ristourne, il faut que j'atteigne mes objectifs. Vous avez cette offre là jusqu'au 31 décembre, voilà, si vous signez avant cette date, on peut le faire. Mais après l'an prochain, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a des produits en SaaS qui font ça, ou des produits logiciels qui affichent sur leur site, attention, à telle date, on va changer les prix. Alors après, il faut changer vraiment les prix à cette date-là, hein, mais ça c'est voilà, vous mettez une barrière, vous dites, là il faut prendre la décision, et des fois ça peut aider les gens à franchir le pas. Voilà. Le fameux biais du fear of missing out, qui est la peur de rater quelque chose. Exactement. Ouais, de mettre un délai. Nous, on utilise cette technique qui marche très bien, c'est pour engager sur des plus longues périodes où on fait ça 2 fois par an sur le Black Friday et en juin, où on propose un deal qui dure que 24 heures, qui est assez cool. Et sur cette période-là, on arrive à convertir, c'est un abonnement qui est que sur les abonnements, une ristourne qui est que sur les abonnements annuels. Et donc, on transforme une grosse partie de la base qui est sur des abonnements mensuels vers un abonnement annuel qui est plus intéressant pour nous, puisqu'on encaisse la trésor tout de suite. Donc, ça nous permet de réinvestir ça pour d'autres leviers de croissance. Et ça marche assez bien. On arrive à faire comme ça en une journée quasiment un mois de chiffre d'affaires, juste avec cette offre où on fait passer une grosse partie de la base d'un abonnement mensuel à un abonnement annuel. Et donc, il y a un intérêt à faire cette promo aussi, des fois pour aller chercher un chiffre en plus ou pour aller chercher de l'engagement supplémentaire. Et des fois, tu vas te retrouver avec des clients qui seraient finalement restés 3 mois, qui vont payer le prix de 6 mois d'un seul coup et donc et qui vont l'utiliser 1 an parce qu'ils se sont engagés et donc ils vont mettre plus d'énergie dans le produit aussi parce qu'ils ont payé le produit upfront pour une année. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu pas beaucoup de questions, mais il y avait effectivement cette question de la remise. Donc, c'est cool ce que tu as répondu en amont sur le fait que si le prospect ne voit pas la valeur, est-ce que ça vaut le coup de lui faire une remise, sachant qu'on ne veut pas trop baisser nos prix? Donc, je pense que tu as plutôt bien répondu.
Et après, il y avait une question sur les ratios. Est-ce que tu as des ordres de grandeur de ratio entre un rendez-vous 1 et un closing? J'imagine que ça dépend énormément. Peut-être tu peux nous partager tes chiffres à toi, comme ça te donne des ordres de grandeur. Tu les as plus ou moins donnés avec Bah, le moi, que tu as montré. ce que je donnais, c'est que tu vois, on a à peu près 50% de closing. On perd un peu 10% à peu près à chaque étape de notre processus commercial. Euh, mais à nouveau, on a quand même un outil simple qui adresse un besoin qui est assez simple. Je pense que euh, j'aurais tendance à dire qu'on a un taux de conversion qui est supérieur à la moyenne. Euh, Ok. donc, je suis pas sûr qu'il faille se baser sur ce type de ratio. Voilà, mais après, des 30-40% de closing, 50%. Tout ça va dépendre beaucoup du produit, du marché. Enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui font de la concurrence avec qui ont six appels d'offres en face, bah voilà, déjà, votre barre, vous savez que vous êtes plutôt sur un sixième de closing. Donc ça dépend aussi du niveau de mise en concurrence. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, donner une réponse comme ça n'aurait pas tellement de sens. La question, c'est plutôt. Peut-être que l'idéal, c'est de chercher sur Internet un petit peu dans son secteur des infos dessus. Ça va être difficile de faire une généralité comme Ouais, de dire. non, mais de toute façon, la question c'est quoi? C'est fondamentalement de vous améliorer. Donc la question c'est est-ce que vous arrivez à améliorer chaque étape? Et finalement, ce que font les autres a plus ou moins d'importance. Alors évidemment, si vous avez les chiffres de vos concurrents précisément, oui, là c'est intéressant. Là c'est intéressant, mais finalement même des chiffres assez génériques, ça va pas vous donner beaucoup d'idées. Nous, ce que je peux donner comme chiffre, c'est par exemple en France, tu vois, en gros, quelqu'un qui démarre un test, on en convertit 20%, et les gens avec qui on parle, voilà, on en convertit plus de 50%. Ok, Et super on parle aux intéressant. gens qu'on a qualifiés comme étant, voilà, tu vois, les gens qui sont dans notre vraie cible au maximum, quoi. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, petite info pour les gens qui sont encore là, on a un mois d'essai sur nos CRM si vous voulez tester avec le lien que Sophia nous a mis dans la discussion. Donc c'est cool si jamais vous voulez aller voir. Parce qu'il y a des gens qui demandent, bah, du coup, il y a des gens qui posent des questions aussi sur nos CRM. Quelle est la différenciation du service? Moi, pour ma part, en fait, on travaille avec nos CRM et c'est la première intégration qu'on a faite ensemble, enfin, la première intégration technique qu'on a faite chez Walaxy. Et l'idée, c'était effectivement de connecter les deux outils, puisque nous, on fait plus ou moins, on est complémentaires au sens où on cible les mêmes problèmes qui sont de faire des outils les plus simples possibles pour le process commercial et que du coup, n'importe qui puisse vraiment se lancer dans sa prospection. Et c'est cool, parce qu'on l'a vu dans le sondage qu'on a fait, qu'il y a plus de 50% des gens qui ont assisté au webinaire qui sont des gens qui sont seuls dans leur process commercial. Et je pense que c'est vraiment ces équipes-là qu'on adresse. Donc ouais, c'est complémentaire. Peut-être tu veux en dire plus sur ta différence entre Zoho, Pipedrive ou Monday par rapport à nos CRM. Oui, nous, on est vraiment, je pense, le plus fixé sur le processus commercial, la simplicité d'usage, euh, sans aucun doute. Monday.com, c'est quelque chose de très générique qui peut s'adapter à beaucoup de cas. Nous, on est 100% sales. Zoho, CRM, ça va être du vrai CRM finalement, avec beaucoup de fonctionnalités. Et finalement, on peut risquer de se perdre un peu là-dedans. Nous, ce qu'on permet, c'est cette idée de, voilà, il y a toujours une prochaine action, on sépare ce qui est prospect froid de ce qui est opportunité. Donc, on structure très bien sa vente, c'est très facile à prendre en main, on a toujours un rappel et voilà, ça rend les choses très efficaces. Donc ça, je pense que après, the proof is in the pudding. C'est pour ça que nous on pousse beaucoup euh, à tester l'outil. Parce que en général, quand on le prend en main, on découvre à quel point c'est simple, à quel point ça répond bien aux besoins essentiels du commercial, qui est de savoir quand est-ce que je dois rappeler un prospect, qu'est-ce que je lui avais dit avant et qu'est-ce que je vais lui dire maintenant pour le faire avancer. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la force du système. L'intérêt d'avoir Walaxy InnoCRM, bah, c'est que on va commencer à chercher, parce que nous, on ne fournit pas les prospects. Et ben, Walaxy va vous permettre d'avoir vos prospects et de les récupérer et de les faire arriver directement ensuite en tant que lead dans nos CRM, où là, vous allez pouvoir ensuite les suivre étape par étape. J'ai vu qu'il y a une question qui était passée sur la formation. Donc, si vous démarrez un test à nos CRM, vous avez toutes les semaines, même si vous ne démarrez pas de test, d'ailleurs, vous pouvez y aller, un webinaire qui est là pour le coup un vrai webinaire de démonstration, qui n'est pas du tout comme celui qu'on vient de faire aujourd'hui, où on vous montre l'outil précisément et comment ça fonctionne. Donc ça, n'hésitez pas à démarrer le test ou aller directement voir le webinaire sur nocrm.io. Vous pouvez cliquer sur le bouton webinaire. C'est toutes les semaines, c'est je crois le jeudi pour les Français, sinon il y a d'autres langues, sinon il y a aussi des enregistrements du webinaire. L'avantage de faire le webinaire en live, c'est que vous pouvez poser des questions évidemment à l'opérateur.
Effectivement. Et il y a peut-être la dernière question sur l'acceptabilité des campagnes Wallaxy. Donc, on a un peu retourné, plus trop sur le sujet du closing, mais sur le sujet de Wallaxy. Donc, je vous invite déjà à retourner voir le webinaire qu'on avait fait spécialement sur comment on génère des leads via LinkedIn. Et donc, quels sont les taux d'acceptabilité? Ben, aujourd'hui, vous avez un bon taux d'acceptation sur LinkedIn si vous êtes entre plus de 20%, on va dire. L'idéal, c'est d'être à plus de 30, voire plus de 40. C'est rare d'être au-dessus de 60%. Et ensuite, est-ce que les prospects sont saoulés avec une visite, plus de demande de contact, plus message? Non, aujourd'hui, on recommande. Alors, la visite a quasiment aucun impact dans une campagne de prospection LinkedIn. Par contre, on recommande de faire une invitation plus au moins un, voire deux follow-up derrière, parce que c'est ça qui marche le mieux et les taux de réponse sur juste une invitation sont assez faibles. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer. Il ne faut pas être trop spammy, mais ça, c'est plutôt le sujet de l'ancien webinaire. Vous avez le replay en haut du chat dans les premiers messages de la discussion. Et De toute puis, façon, bah, écoute, on va renvoyer un mail ouais, avec toutes ces informations, avec les liens pour tester et Wallaxy et nos CRM, l'enregistrement du webinaire d'avant et celui-ci également, évidemment. Ah, je t'entends plus. C'est moi ou c'est toi qui t'es muté? c'est moi qui ai coupé. Et puis, bah, on est bon. Je te remercie, Sony. C'était super intéressant. En tout cas, moi qui suis nul en closing, bah, j'ai appris plein de trucs. Donc, j'ai toujours pas envie de vendre, mais si un jour je le fais, je saurai comment faire maintenant. Bah, merci beaucoup, puis merci à vous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin. Voilà, Voilà. ça veut dire que ça devait être intéressant. C'était intéressant. Salut, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.